Bienvenue sur notre chaîne où nous décryptons l'actualité géopolitique qui bouleverse le monde. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet absolument explosif qui secoue les chancelleries européennes et redessine la carte stratégique de l'océan Indien. Madagascar vient de frapper un grand coup en se tournant vers Moscou, et croyez-moi, Paris ne dort plus la nuit. Cette alliance inattendue entre la Grande Île et la Russie provoque une panique totale en France qui voit son influence historique s'effondrer comme un château de cartes. Les enjeux sont colossaux, les implications gigantesques, et les conséquences vont bien au-delà de ce que vous imaginez. Si vous voulez comprendre comment cette bombe géopolitique va transformer l'équilibre des forces en Afrique et dans l'océan Indien, restez avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas de laisser un like si vous appréciez notre contenu et abonnez-vous à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne rien manquer de nos analyses exclusives. C'est parti pour une plongée au cœur de cette révolution diplomatique qui fait trembler l'Occident. L'annonce du rapprochement entre Madagascar et la Russie a provoqué une onde de choc dans les chancelleries européennes, particulièrement à Paris où l'inquiétude grandit face à cette réorientation stratégique. La Grande Île, longtemps considérée comme faisant partie de la sphère d'influence française en raison de son passé colonial et de ses liens linguistiques et culturels, semble désormais chercher de nouveaux partenaires pour son développement économique et sa sécurité. Cette évolution marque un tournant décisif dans les relations internationales de l'océan Indien, une région stratégique où se croisent les routes maritimes commerciales les plus importantes du monde. Le Kremlin, dans sa stratégie de retour en Afrique, voit en Madagascar une opportunité exceptionnelle d'établir une présence significative dans cette partie du continent africain. Les autorités malgaches, de leur côté, justifient cette orientation par la nécessité de diversifier leurs partenariats internationaux et de trouver des solutions concrètes aux défis du développement auxquels le pays est confronté depuis des décennies. Cette alliance naissante intervient dans un contexte de frustration croissante vis-à-vis de l'aide occidentale, perçue comme insuffisante et trop conditionnée. Les premières manifestations concrètes de ce rapprochement se sont traduites par la signature de plusieurs accords de coopération dans les domaines militaires, énergétiques et agricoles. La Russie a proposé de fournir du matériel militaire à des conditions avantageuses, ainsi que des programmes de formation pour les forces armées malgaches, un domaine où la France avait traditionnellement une position dominante. Les entreprises russes ont également manifesté leur intérêt pour l'exploitation des ressources naturelles de Madagascar, notamment les gisements de nickel, de cobalt et d'autres minerais stratégiques essentiels pour les industries de haute technologie. Le gouvernement malgache a accueilli favorablement ces propositions, y voyant une opportunité de moderniser ses infrastructures et de stimuler une économie longtemps stagnante. Du côté russe, cette offensive de charme s'inscrit dans une stratégie plus large visant à contester l'hégémonie occidentale en Afrique et à établir de nouvelles bases d'influence sur le continent. Les observateurs internationaux notent que cette dynamique rappelle la période de la guerre froide, lorsque Moscou et Washington se disputaient l'allégeance des pays nouvellement indépendants. À Paris, la réaction à cette évolution a été particulièrement vive, les responsables politiques et les analystes stratégiques exprimant ouvertement leurs préoccupations face à ce qu'ils perçoivent comme une perte d'influence majeure. Le ministère des Affaires étrangères français a multiplié les démarches diplomatiques pour tenter de maintenir ses relations privilégiées avec Antananarivo, proposant de nouveaux programmes d'aide et de coopération. Cependant, ces efforts semblent se heurter à une détermination malgache de ne plus dépendre exclusivement des anciens colonisateurs pour leur développement. La classe politique française s'inquiète particulièrement des implications de cette alliance pour la présence militaire française dans la région, notamment à La Réunion et à Mayotte, deux départements d'outre-mer situés à proximité immédiate de Madagascar. Les experts en géopolitique soulignent que la perte de Madagascar pourrait créer un effet domino dans la région, encourageant d'autres pays de l'océan Indien à diversifier leurs alliances. Cette situation met en lumière les limites de la politique africaine de la France, souvent critiquée pour son approche néocoloniale et son incapacité à s'adapter aux nouvelles réalités du continent. Les médias français ont largement couvert cette évolution, avec des analyses souvent alarmistes sur les conséquences potentielles pour les intérêts nationaux dans la région. Les commentateurs politiques s'interrogent sur les raisons profondes de ce basculement, pointant du doigt les échecs successifs de la coopération française à apporter des améliorations tangibles aux conditions de vie de la population malgache. La pauvreté endémique, les infrastructures défaillantes et la corruption généralisée ont créé un terreau fertile pour l'émergence d'alternatives à la tutelle française traditionnelle. Les critiques de la politique étrangère française soulignent que cette situation était prévisible, résultat d'années de négligence et d'une approche paternaliste qui ne correspondait plus aux aspirations des nouvelles générations malgaches. Du côté du gouvernement, on tente de minimiser l'importance de ce rapprochement russo-malgache, le présentant comme une phase transitoire qui n'affectera pas fondamentalement les relations bilatérales. Néanmoins, les actions parlent plus fort que les mots, et les investissements russes continuent de se multiplier sur l'île, témoignant d'un engagement durable de Moscou dans cette nouvelle alliance stratégique. L'opinion publique malgache, quant à elle, semble divisée sur cette nouvelle orientation de la politique étrangère du pays. Une partie de la population, particulièrement les jeunes urbains éduqués,
voit dans ce rapprochement avec la Russie une opportunité de briser les chaînes du néocolonialisme français et d'accéder enfin à un développement authentique et autonome. Ces voix s'élèvent contre ce qu'elles perçoivent comme des décennies d'exploitation économique et de domination culturelle exercées par Paris sous couvert de coopération et de francophonie. Ils arguent que la Russie, n'ayant pas de passé colonial à Madagascar, peut offrir un partenariat plus équilibré et respectueux de la souveraineté nationale. D'autre part, une frange plus conservatrice de la société malgache exprime des réserves sur cette alliance, craignant que le pays ne remplace simplement une forme de dépendance par une autre. Les intellectuels et les observateurs de la société civile appellent à la prudence, soulignant l'importance de maintenir un équilibre entre les différents partenaires internationaux pour préserver l'indépendance réelle du pays. La dimension économique de ce rapprochement constitue un élément central de l'attrait exercé par la Russie sur les autorités malgaches. Moscou a promis des investissements massifs dans les secteurs clés de l'économie malgache, notamment l'agriculture, l'énergie et les infrastructures de transport. Des entreprises russes se sont engagées à construire des centrales électriques, à moderniser les ports et à développer le réseau routier, des projets qui pourraient transformer radicalement le paysage économique du pays. Le gouvernement malgache présente ces projets comme la réponse tant attendue aux problèmes structurels qui entravent le développement depuis l'indépendance. Les promesses russes incluent également des transferts de technologie et des programmes de formation, permettant aux Malgaches d'acquérir les compétences nécessaires pour gérer ces nouvelles infrastructures. Cependant, les détails précis de ces accords restent souvent opaques, alimentant les spéculations sur les contreparties que Madagascar devra offrir en échange de ces investissements. Les analystes économiques s'interrogent sur la viabilité financière de ces projets et sur la capacité du pays à rembourser les dettes qui pourraient en résulter. Sur le plan militaire, la coopération russo-malgache prend des formes de plus en plus concrètes et visibles sur le terrain. Des conseillers militaires russes ont commencé à arriver sur l'île pour former les forces armées malgaches aux techniques modernes de combat et à l'utilisation d'équipements sophistiqués fournis par Moscou. Cette présence militaire russe croissante dans l'océan Indien inquiète non seulement la France, mais également les États-Unis et leurs alliés qui voient dans cette évolution une menace potentielle pour la stabilité régionale. Les rumeurs persistent concernant la possibilité d'établissement d'une base navale russe sur la côte malgache, ce qui donnerait à la marine russe un point d'appui stratégique pour ses opérations dans l'océan Indien. Le gouvernement malgache dément officiellement ces projets, mais les mouvements de navires russes dans les eaux territoriales malgaches alimentent les spéculations. Cette militarisation progressive des relations russo-malgaches représente un changement radical par rapport à la posture de neutralité que Madagascar avait traditionnellement adoptée dans les conflits internationaux. Les implications pour l'équilibre des forces dans la région sont considérables et pourraient déclencher une nouvelle course aux armements. La dimension culturelle et diplomatique de cette alliance ne doit pas être sous-estimée dans l'analyse de ses impacts à long terme. La Russie investit massivement dans les programmes d'échange culturels et éducatifs, offrant des bourses d'études aux étudiants malgaches pour poursuivre leur formation dans les universités russes. Ces initiatives visent à créer une nouvelle génération de cadres malgaches formés en Russie et naturellement favorables aux intérêts russes dans leur pays. Des centres culturels russes ont été ouverts dans les principales villes malgaches, proposant des cours de langue russe et des activités culturelles destinées à familiariser la population locale avec la culture russe. Cette offensive culturelle s'accompagne d'une présence médiatique accrue, avec le soutien russe à des médias locaux qui relaient une vision du monde alternative à celle promue par les médias occidentaux. Le Kremlin comprend que l'influence durable ne se construit pas uniquement par la force militaire ou les investissements économiques, mais aussi par la conquête des cœurs et des esprits. Cette approche multidimensionnelle témoigne d'une stratégie à long terme visant à ancrer profondément la présence russe dans la société malgache. Les répercussions de cette alliance russo-malgache se font sentir bien au-delà des frontières de Madagascar et affectent l'ensemble de l'architecture sécuritaire de l'océan Indien. Les pays voisins observent avec attention cette évolution et réévaluent leurs propres relations avec les grandes puissances. Maurice, les Seychelles et les Comores se retrouvent dans une position délicate, devant naviguer entre leurs liens historiques avec l'Occident et l'attrait des nouvelles opportunités offertes par la Russie et d'autres puissances émergentes comme la Chine. Cette recomposition géopolitique crée de nouvelles lignes de fracture dans une région déjà caractérisée par une grande complexité politique et stratégique. L'Inde, puissance régionale majeure, surveille ces développements avec une inquiétude croissante, craignant que l'expansion de l'influence russe ne compromette ses propres intérêts sécuritaires dans l'océan Indien. Les forums régionaux de coopération, comme la Commission de l'océan Indien, doivent désormais composer avec ces nouvelles réalités géopolitiques qui remettent en question les équilibres établis depuis des décennies. Cette situation pourrait conduire à une fragmentation accrue de la région, ou au contraire, stimuler de nouvelles formes de coopération régionale indépendantes des influences extérieures. L'avenir de cette alliance russo-malgache dépendra largement de la capacité de la Russie à tenir ses promesses et à apporter des bénéfices tangibles à la population malgache. L'histoire récente de la coopération russe en Afrique montre des résultats mitigés, avec des projets ambitieux qui n'ont pas toujours abouti aux résultats escomptés.
Madagascar devra veiller à ne pas tomber dans le piège d'une nouvelle dépendance qui remplacerait simplement l'ancienne tutelle française par une tutelle russe tout aussi contraignante. La société civile malgache et les organisations internationales joueront un rôle crucial dans la surveillance de ces accords et dans la garantie que les intérêts de la population malgache restent au centre des préoccupations. La communauté internationale observe cette évolution avec un mélange de curiosité et d'appréhension, consciente que le cas malgache pourrait servir de modèle ou d'avertissement pour d'autres pays africains tentés de diversifier leurs partenariats. Cette période de transition géopolitique à Madagascar représente un moment décisif qui pourrait redéfinir les relations internationales dans l'océan Indien pour les décennies à venir, avec des conséquences qui dépassent largement les frontières de cette île océanienne. L'érosion progressive de l'influence française à Madagascar s'inscrit dans un mouvement plus large de remise en question de la présence française en Afrique, phénomène dont les origines remontent aux premières années suivant les indépendances des années 60. Dès cette époque, les relations entre la France et ses anciennes colonies ont été marquées par une ambiguïté fondamentale, oscillant entre la rhétorique de la coopération égalitaire et la réalité d'une domination persistante à travers les mécanismes économiques, militaires et politiques connus sous le terme de France-Afrique. Ce système, orchestré depuis Paris, permettait à la France de maintenir un contrôle étroit sur les ressources stratégiques du continent tout en garantissant des débouchés pour ses entreprises et en préservant son statut de puissance mondiale. Les élites africaines, souvent formées en France et liées par des réseaux complexes d'intérêts communs, ont longtemps joué le jeu de cette relation asymétrique, bénéficiant personnellement de cette configuration tout en laissant leur population dans la pauvreté. Cependant, les nouvelles générations africaines, mieux informées et plus connectées au monde, ont progressivement développé une conscience critique de ces mécanismes et commencé à réclamer une véritable émancipation. Cette prise de conscience s'est manifestée par des mouvements sociaux, des débats intellectuels et finalement, par des choix politiques qui remettent en cause les fondements même de la relation franco-africaine traditionnelle. Le franc CFA constitue l'un des symboles les plus controversés de cette domination économique française sur ces anciennes colonies d'Afrique centrale et occidentale. Cette monnaie, héritée de l'époque coloniale et maintenue après les indépendances, lie 14 pays africains au trésor français à travers des mécanismes qui, selon de nombreux économistes, entravent leur développement autonome et les maintiennent dans une situation de dépendance structurelle. Les règles imposées par ce système monétaire obligent ces pays à déposer une partie importante de leurs réserves de change auprès du trésor français, limitant ainsi leur capacité à financer leurs propres projets de développement. Cette situation a suscité des débats passionnés sur le continent, avec des voix de plus en plus nombreuses réclamant l'abandon de cette monnaie coloniale au profit de devises nationales ou d'une union monétaire véritablement africaine. Madagascar, bien que n'utilisant pas le franc CFA, observe avec intérêt ces discussions et voit dans les critiques formulées contre ce système un reflet de ses propres griefs concernant les autres formes d'influence française. Les mouvements panafricanistes contemporains placent la question monétaire au cœur de leur combat pour l'indépendance économique réelle, arguant qu'aucun développement authentique n'est possible tant que les leviers monétaires restent contrôlés depuis l'extérieur. Cette prise de conscience progressive érode la légitimité de la présence économique française en Afrique et crée un terreau favorable aux propositions alternatives émanant d'autres puissances mondiales. La présence militaire française en Afrique, longtemps présentée comme un facteur de stabilité régionale, fait désormais l'objet d'un rejet croissant de la part des populations et de certains gouvernements africains. Les bases militaires françaises, disséminées sur le continent, sont de plus en plus perçues comme des instruments de néocolonialisme plutôt que comme des garants de la sécurité. Les interventions militaires françaises au Mali, en Centrafrique et ailleurs, ont produit des résultats mitigés, souvent incapables de résoudre durablement les crises sécuritaires tout en générant des ressentiments au sein des populations locales. Les accusations d'ingérence dans les affaires intérieures des États africains et de soutien à des régimes autoritaires ont terni l'image de la France sur le continent. Dans plusieurs pays, des manifestations populaires ont exigé le départ des troupes françaises, témoignant d'un rejet viscéral de cette présence militaire étrangère. Cette hostilité croissante a conduit à des fermetures de bases et à des redéploiements stratégiques, affaiblissant considérablement la capacité d'intervention de la France en Afrique. Pour Madagascar, bien que le pays n'accueille pas de base militaire française permanente, ces évolutions continentales alimentent les réflexions sur la nécessité de diversifier les partenariats sécuritaires et de ne plus dépendre exclusivement de l'ancienne puissance coloniale pour les questions de défense. La montée en puissance d'acteurs alternatifs comme la Russie dans le domaine sécuritaire apparaît ainsi comme une conséquence logique de cette érosion de la légitimité militaire française sur le continent africain. Sur le plan culturel et linguistique, le modèle français de la francophonie traverse également une crise profonde de crédibilité et d'attractivité auprès des nouvelles générations africaines. Pendant longtemps, la France a investi massivement dans la promotion de sa langue et de sa culture en Afrique, considérant cet espace francophone comme un atout stratégique majeur sur la scène internationale. Les institutions de la francophonie, les lycées français et les centres culturels ont été les vecteurs privilégiés de cette influence culturelle. Cependant, la domination de l'anglais comme langue internationale des affaires et de la technologie, combinée à une africanisation croissante des contenus culturels, remet en question la pertinence de ce modèle francophone.
Les jeunes Africains se tournent de plus en plus vers l'apprentissage de l'anglais, du chinois ou d'autres langues perçues comme plus utiles pour leur développement professionnel et leur insertion dans l'économie mondialisée. Madagascar, pays francophone mais également influencé par la culture anglophone en raison de sa proximité avec Maurice et les Seychelles, incarne parfaitement cette transition culturelle. Le choix de nombreuses familles malgaches aisées d'envoyer leurs enfants dans des écoles anglophones plutôt que francophones témoigne de cette réorientation. La France peine à renouveler son offre culturelle et à la rendre attractive face à la concurrence de productions culturelles plus dynamiques et plus en phase avec les aspirations des jeunes Africains. Cette perte d'influence culturelle affaiblit considérablement le soft power français sur le continent et facilite la pénétration d'influences culturelles alternatives, qu'elles soient américaines, britanniques, chinoises ou russes. Les scandales politiques impliquant des dirigeants français et africains dans des affaires de corruption et de financement occulte ont profondément érodé la confiance dans les relations franco-africaines. Les révélations successives sur les réseaux France-Afrique, les commissions versées sur les contrats d'armement et le soutien apporté à des dictateurs au nom de la stabilité ont choqué l'opinion publique africaine et renforcé la perception d'une France prédatrice plutôt que partenaire. Les procès retentissants, comme celui des biens mal acquis impliquant des dirigeants africains ayant détourné des fonds publics pour les placer en France, ont mis en lumière la complicité du système bancaire et politique français dans ces pratiques. La jeunesse africaine, mieux informée grâce aux réseaux sociaux et aux médias indépendants, ne tolère plus ces arrangements opaques entre élites françaises et africaines qui se font au détriment du développement de leur pays. À Madagascar, les scandales liés à l'exploitation des ressources naturelles par des entreprises françaises dans des conditions défavorables pour le pays ont alimenté un sentiment anti-français latent. Les négociations déséquilibrées sur les contrats miniers, forestiers ou halieutiques ont créé un ressentiment profond qui facilite aujourd'hui l'acceptation de partenariats alternatifs avec la Russie ou d'autres puissances. La transparence et l'équité des accords deviennent des critères essentiels pour la nouvelle génération de dirigeants africains, et la France peine à se départir de son image d'acteur opaque privilégiant ses intérêts nationaux au détriment des intérêts africains. Cette crise de confiance constitue peut-être l'obstacle le plus difficile à surmonter pour une refondation des relations franco-africaines. L'émergence de nouvelles puissances sur la scène africaine a créé une compétition géopolitique intense qui relègue progressivement la France à un rôle secondaire dans certaines régions du continent. La Chine, par ses investissements massifs dans les infrastructures à travers l'initiative Belt and Road, a conquis une influence considérable en Afrique, proposant un modèle de coopération qui se veut pragmatique et dénué de conditionnalité politique. Les entreprises chinoises construisent routes, ponts, ports, chemins de fer et bâtiments à travers tout le continent, transformant visiblement le paysage africain d'une manière que la France n'a jamais réussi à accomplir malgré des décennies de présence. La Turquie, les pays du Golfe, l'Inde et maintenant la Russie développent également leurs propres stratégies africaines, offrant aux pays du continent une multiplicité de partenaires potentiels. Cette pluralité d'options permet aux dirigeants africains de jouer sur la concurrence entre puissances pour obtenir de meilleures conditions dans leurs accords de coopération. Madagascar illustre parfaitement cette nouvelle donne géopolitique en explorant simultanément des partenariats avec plusieurs puissances, refusant de se lier exclusivement à un seul partenaire comme c'était le cas durant l'ère de domination française. Cette multipolarité croissante des relations internationales africaines représente un défi existentiel pour la stratégie française qui reposait précisément sur une relation privilégiée et quasi exclusive avec ses anciennes colonies. La France doit désormais composer avec cette réalité d'un continent africain courtisé par de multiples acteurs et capable d'exercer une plus grande autonomie dans ses choix stratégiques. L'incapacité de l'aide au développement française à produire des résultats tangibles et durables constitue un autre facteur majeur de désaffection à l'égard du partenariat avec Paris. Malgré des milliards d'euros versés au fil des décennies sous forme d'aide publique au développement, les indicateurs socio-économiques de nombreux pays africains restent préoccupants, avec des taux de pauvreté élevés, des infrastructures défaillantes et des services publics dysfonctionnels. Cette situation alimente un questionnement légitime sur l'efficacité et la finalité réelle de cette aide qui semble profiter davantage aux entreprises françaises qu'aux populations africaines. Les mécanismes de l'aide liée, qui obligent les pays bénéficiaires à utiliser une partie importante de l'aide reçue pour acheter des biens et services français, sont particulièrement critiqués comme des subventions déguisées aux entreprises françaises plutôt que comme un véritable soutien au développement africain. À Madagascar, les projets financés par l'aide française sont souvent perçus comme inadaptés aux besoins réels de la population, conçus depuis Paris sans véritable consultation des acteurs locaux. La lenteur des procédures, la bureaucratie excessive et la conditionnalité politique de cette aide contrastent avec l'approche plus pragmatique et rapide proposée par d'autres partenaires comme la Chine ou maintenant la Russie. Cette inefficacité de l'aide française érode sa légitimité et pousse les gouvernements africains à rechercher des alternatives plus efficaces pour financer leur développement. La remise en question de ce modèle d'aide au développement s'inscrit dans une critique plus large du modèle de coopération franco-africaine hérité de la période coloniale et qui n'a jamais véritablement évolué pour correspondre aux aspirations d'une Afrique moderne et souveraine.
Les tensions intergénérationnelles autour de la question des relations avec la France révèlent une fracture profonde au sein des sociétés africaines concernant leur vision de l'avenir et leurs références identitaires. Les anciennes générations, formées dans le moule français et ayant construit leur carrière dans le cadre des institutions de la France-Afrique, maintiennent souvent une vision nostalgique de cette relation et défendent les liens avec l'ancienne métropole. Ces élites francophones occupent encore des positions de pouvoir dans plusieurs pays africains et tentent de préserver les avantages qu'elles tirent de cette configuration géopolitique. En revanche, la jeunesse africaine, qui représente la majorité démographique du continent, développe une conscience post-coloniale qui rejette viscéralement les héritages de la colonisation et réclame une rupture complète avec les anciennes tutelles. Cette génération, connectée au monde via Internet et les réseaux sociaux, puise ses références culturelles et intellectuelles dans un espace globalisé qui dépasse largement le cadre francophone. À Madagascar, ce conflit générationnel se manifeste dans les débats publics sur l'orientation de la politique étrangère, les jeunes militants panafricanistes s'opposant aux élites traditionnelles proches de la France. Les manifestations estudiantines réclamant une renégociation des accords avec la France et une ouverture vers de nouveaux partenaires témoignent de cette dynamique. Cette fracture générationnelle rend de plus en plus difficile pour la France de maintenir son influence traditionnelle, car elle se heurte à une opposition structurelle émanant de la force démographique et politique montante du continent. La gestion de cette transition générationnelle constitue un défi majeur pour les élites africaines actuelles, qui doivent composer entre le maintien de certains liens historiques et la nécessité de répondre aux aspirations d'une jeunesse impatiente de tourner définitivement la page coloniale. Le concept même de souveraineté nationale, longtemps théorique dans le contexte franco-africain, acquiert une dimension concrète et pratique avec les revendications contemporaines des États africains pour un contrôle effectif sur leurs ressources et leurs décisions stratégiques. L'entrée de la Russie comme acteur majeur dans l'océan Indien à travers son alliance avec Madagascar bouleverse les équilibres sécuritaires établis depuis la fin de la guerre froide dans cette région stratégiquement cruciale pour le commerce mondial. Les routes maritimes qui traversent l'océan Indien transportent une part considérable du pétrole mondial, des conteneurs de marchandises et des matières premières essentielles à l'économie globalisée, faisant de cette zone un espace de compétition intense entre les grandes puissances. La présence militaire russe à Madagascar, même sous une forme limitée dans un premier temps, change fondamentalement la géométrie stratégique régionale en introduisant un acteur capable de contester la domination traditionnelle des puissances occidentales et de l'Inde sur ses eaux. Les analystes militaires observent avec attention les mouvements navals russes dans la région, cherchant à évaluer les intentions réelles de Moscou et les capacités de projection de force que cette présence à Madagascar pourrait offrir à la marine russe. Cette évolution intervient dans un contexte de militarisation croissante de l'océan Indien, avec l'expansion navale chinoise, le renforcement de la présence américaine et les investissements massifs de l'Inde dans ses capacités maritimes. L'archipel malgache, par sa position géographique exceptionnelle contrôlant l'accès au canal du Mozambique, acquiert une valeur stratégique considérable dans les calculs des puissances mondiales. La transformation de Madagascar en un possible point d'appui militaire russe pourrait déclencher une série de réactions en chaîne dans toute la région, avec des implications imprévisibles pour la stabilité à long terme. L'Inde, puissance régionale dominante dans l'océan Indien, perçoit avec une inquiétude manifeste cette intrusion russe dans ce qu'elle considère comme sa sphère d'influence naturelle et sa zone de sécurité vitale. Nouvelle-Delhi a développé depuis l'indépendance une doctrine de sécurité maritime basée sur le contrôle de l'océan Indien, considérée comme l'arrière-cour stratégique du pays et un espace où aucune puissance hostile ne devrait pouvoir établir une présence militaire significative. L'alliance russo-malgache complique considérablement cette vision sécuritaire indienne, d'autant plus que la Russie entretient des relations ambiguës avec le Pakistan, l'adversaire régional principal de l'Inde. Les stratèges indiens redoutent que cette présence russe à Madagascar ne fasse partie d'une stratégie plus large d'encerclement maritime de l'Inde, s'ajoutant à la présence chinoise déjà bien établie dans les ports du Sri Lanka, du Pakistan et du Myanmar. Cette situation pourrait pousser l'Inde à renforcer considérablement ses capacités navales et à établir ses propres bases ou arrangements sécuritaires avec les pays de la région pour contrebalancer l'influence russo-chinoise. Les relations indo-russes, traditionnellement amicales depuis l'époque soviétique, traverse une phase délicate où les intérêts stratégiques divergent dans l'océan Indien malgré une coopération maintenue dans d'autres domaines. Madagascar se trouve ainsi involontairement au centre d'un jeu géopolitique complexe entre grandes puissances régionales et mondiales, une position qui pourrait offrir des opportunités mais aussi comporter des risques considérables pour la souveraineté et la sécurité du pays. La diplomatie malgache devra faire preuve d'une grande habileté pour naviguer entre ces intérêts contradictoires sans devenir l'otage de l'une ou l'autre des grandes puissances. Les États-Unis et leurs alliés occidentaux observent avec une préoccupation croissante cette expansion de l'influence russe dans une région qu'ils considèrent comme essentielle pour la sécurité des voies maritimes commerciales et pour le maintien de l'ordre international libéral. Washington maintient une présence militaire significative dans l'océan Indien, notamment à travers la base de Diego Garcia, et coordonne étroitement sa stratégie maritime avec les alliés européens et régionaux pour assurer la liberté de navigation et contrer les menaces à la sécurité maritime. L'établissement d'un point d'appui russe à Madagascar représente, dans l'optique américaine,
une menace potentielle pour ses intérêts vitaux et une tentative de Moscou de développer des capacités de projection de force loin de ses frontières traditionnelles. Les responsables du Pentagone étudient attentivement les implications de cette présence russe pour les opérations navales américaines dans la région et pour la sécurité des communications maritimes qui relient l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. Cette situation pourrait conduire à un renforcement de la présence militaire américaine dans l'océan Indien et à une intensification de la coopération sécuritaire avec les pays régionaux perçus comme des partenaires fiables face à l'expansionnisme russe. Les exercices navals conjoints, les accords de partage de renseignements et les ventes d'armes aux pays de la région pourraient s'intensifier dans le cadre d'une stratégie visant à contenir l'influence russe. Madagascar risque de se retrouver pris entre des pressions contradictoires, les Occidentaux cherchant à limiter sa coopération avec Moscou, tandis que la Russie demandera des gages toujours plus importants en échange de son soutien économique et militaire. Cette position inconfortable pourrait compliquer considérablement la politique étrangère malgache et créer des tensions internes sur la direction stratégique à adopter. La piraterie maritime, qui a longtemps menacé la sécurité dans l'océan Indien particulièrement au large de la Somalie et dans le golfe d'Aden, pourrait connaître de nouvelles évolutions dans le contexte de cette recomposition géopolitique régionale. La présence militaire russe à Madagascar est officiellement justifiée, entre autres, par la nécessité de contribuer à la lutte contre la piraterie et le terrorisme maritime, des menaces qui affectent effectivement la sécurité des routes commerciales traversant l'océan Indien. Cependant, les motivations stratégiques derrière cette présence dépassent largement ces considérations sécuritaires légitimes et s'inscrivent dans une logique de compétition entre grandes puissances pour le contrôle des espaces maritimes. Les opérations anti-piraterie pourraient servir de prétexte à une militarisation progressive de la région, chaque puissance cherchant à justifier le renforcement de ses capacités navales par la nécessité de protéger le commerce international. Madagascar pourrait bénéficier de cette attention internationale portée à la sécurité maritime en obtenant des équipements et des formations pour ses propres forces navales, actuellement très limitée et incapable d'assurer efficacement la surveillance de son immense zone économique exclusive. Néanmoins, le pays doit rester vigilant pour éviter que son territoire ne devienne un terrain d'affrontement indirect entre puissances rivales, ce qui pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour sa stabilité interne. La gestion équilibrée de ces enjeux sécuritaires maritimes représente un défi majeur pour les autorités malgaches qui manquent souvent d'expertise et de ressources dans le domaine complexe de la stratégie navale. Le risque existe que Madagascar devienne dépendant de l'expertise militaire russe pour la gestion de sa propre sécurité maritime, créant ainsi une nouvelle forme de dépendance stratégique potentiellement problématique à long terme. L'évolution future des relations entre Madagascar, la Russie et les autres acteurs internationaux dépendra de nombreux facteurs imprévisibles qui rendront le paysage géopolitique de l'océan Indien particulièrement dynamique et incertain dans les années à venir. La capacité de la Russie à maintenir ses engagements envers Madagascar malgré ses propres contraintes économiques et ses priorités géopolitiques concurrentes dans d'autres régions du monde constituera un élément déterminant de la durabilité de cette alliance. Les sanctions économiques occidentales qui affectent l'économie russe limitent les ressources disponibles pour les projets de coopération internationale, créant des doutes sur la capacité de Moscou à honorer toutes les promesses d'investissement faites aux partenaires africains. Madagascar devra évaluer régulièrement si les bénéfices concrets tirés de l'alliance avec la Russie justifient les coûts diplomatiques et stratégiques associés à ce rapprochement, notamment la détérioration potentielle des relations avec les partenaires occidentaux traditionnels. Les élections futures à Madagascar et les changements possibles de gouvernement pourraient modifier radicalement l'orientation de la politique étrangère du pays, certains leaders politiques pouvant privilégier un retour à des relations plus étroites avec la France et l'Occident, tandis que d'autres chercheraient à approfondir le partenariat avec la Russie et d'autres puissances non occidentales. Cette instabilité politique potentielle représente un risque pour tous les partenaires internationaux de Madagascar et souligne l'importance de construire des relations basées sur des intérêts mutuels durables plutôt que sur des arrangements circonstanciels entre élites politiques. La société civile malgache jouera un rôle crucial dans le débat public sur l'orientation stratégique du pays, et sa capacité à influencer les décisions politiques déterminera partiellement la trajectoire future de Madagascar dans ses relations internationales. Un scénario possible pour l'avenir verrait Madagascar réussir à tirer parti de la compétition entre grandes puissances pour obtenir des conditions avantageuses de plusieurs partenaires simultanément, maximisant ainsi ses bénéfices tout en préservant sa souveraineté et son autonomie stratégique. Dans ce scénario optimiste, le gouvernement malgache deviendrait expert dans l'art de la diplomatie multivectorielle, jouant habilement les puissances les unes contre les autres pour obtenir des investissements, des technologies et un soutien politique sans aliéner définitivement aucun acteur majeur. Cette approche pragmatique nécessiterait une diplomatie sophistiquée et une classe politique capable de résister aux pressions et aux tentations de corruption qui accompagnent souvent les négociations avec les grandes puissances. Madagascar pourrait devenir un modèle pour d'autres petits États cherchant à préserver leur indépendance dans un monde multipolaire caractérisé par la compétition entre blocs de puissance. Les investissements russes dans les infrastructures et l'énergie pourraient effectivement se matérialiser et contribuer à améliorer les conditions de vie de la population, tandis que des relations maintenues avec la France, l'Union européenne,
les États-Unis et d'autres partenaires permettraient de diversifier les sources de financement et d'expertise. Le secteur privé malgache, bénéficiant d'un environnement économique amélioré et d'infrastructures modernisées, pourrait connaître un développement significatif créant des emplois et réduisant la pauvreté endémique. Ce scénario positif suppose néanmoins une gouvernance de qualité, une transparence dans les négociations internationales et une capacité à résister aux pressions corruptrices qui ont historiquement entravé le développement du pays. La réalisation de ce scénario optimiste dépendra également de facteurs externes comme l'évolution de l'économie mondiale, les prix des matières premières et la stabilité géopolitique régionale, autant d'éléments sur lesquels Madagascar n'a qu'un contrôle limité. Un scénario alternatif, nettement plus sombre. Nous voilà arrivés à la fin de cette analyse approfondie sur l'alliance entre Madagascar et la Russie qui fait paniquer la France et redéfinit complètement les équilibres géopolitiques dans l'océan Indien. Comme vous avez pu le constater, cette situation dépasse largement le simple cadre d'un accord bilatéral entre deux pays. Elle annonce une recomposition majeure des influences en Afrique et pourrait inspirer d'autres nations à diversifier leurs partenariats internationaux. Les répercussions de ce rapprochement russo-malgache se feront sentir pendant des années dans toute la région et au-delà. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les enjeux complexes de cette transformation historique en cours. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos analyses dans les commentaires ci-dessous. Nous adorons lire vos points de vue et échanger avec vous sur ces sujets passionnants. Un immense merci à tous ceux qui ont déjà commenté nos précédentes vidéos. Votre engagement fait vivre cette communauté. Si vous avez apprécié cette analyse, montrez-le en laissant un like et partagez cette vidéo autour de vous pour que l'information circule. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et rendez-vous très bientôt pour de nouvelles analyses géopolitiques tout aussi captivantes.